Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'Accor Arena pour la 7e édition de BIG. Bienvenue à l'atelier Le climat et la tech, comment financer ces enjeux. Bienvenue à vous en présentiel, bienvenue à vous en distanciel. Ça y est, la sortie de crise pointe son nez. Après 18 mois de confinement, déconfinement, reconfinement, nous voyons enfin le bout du tunnel. Cette période inédite a pu favoriser le repli sur soi, l'immobilisme, l'attentisme, mais a également mis en exergue deux phénomènes importants, une accélération de la transformation digitale et une prise de conscience généralisée des enjeux environnementaux. Ces deux défis climatiques et technologiques doivent vous inciter, vous entrepreneurs, à faire preuve d'audace, d'ambition, d'esprit de conquête. Ces défis représentent en effet des sources d'opportunités à saisir dès maintenant. Alors là, vous dites sans doute, des opportunités vraiment, des contraintes plutôt, et puis comment les financer. Aujourd'hui, vous connaissez les crédits bancaires, vous connaissez les fonds propres, mais il y a également un instrument qui propose de la souplesse, un instrument qui propose de la flexibilité, un instrument qui propose de la maturité, un instrument non dilutif. Et cet instrument, c'est la dette privée. Nous allons consacrer la prochaine heure ensemble avec un double objectif. Vous démontrer qu'au-delà des contraintes, il s'agit d'opportunités et que la dette privée est un formidable outil de relance. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table 3 experts de la dette privée. Donc Nathalie Blenven pour le compte de Tikeo Capital, François Lacoste pour le compte d'Euraseo, Antoine Maspetiol pour le compte d'Eiffel. Nous avons également le plaisir d'accueillir Étienne Barrel, directeur général délégué de la Fédération bancaire française, qui donnera son point de vue tout au long de l'atelier. Et enfin, Jessica, pour le compte de Rothschild, qui a fait l'honneur d'être le partenaire de l'atelier et qui sera notre modératrice pendant cette prochaine heure. Donc, quant à moi, Valérie de la Ménardière, je suis directrice d'investissement dans l'équipe dette privée chez BPI France. Donc, je te laisse la parole et puis je reprendrai la main à la fin pour conclure. Merci beaucoup Valérie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, le climat et la tech, comment financer ces enjeux? Effectivement, on l'a dit, plusieurs outils sont à la disposition des entrepreneurs pour financer leur développement et leur croissance. Peut-être quelques minutes pour préciser exactement ce dont on parle. Donc quand on parle de dette privée, Nathalie, de quoi s'agit-il et quels sont les volumes dont on parle? Merci Jessica, bonjour à tous. Donc la dette privée, qu'est-ce que c'est? La dette privée, c'est une palette d'outils de financement à destination du financement des entreprises. Dans cette palette d'outils de financement, on trouve des financements seniors, des unitranches, des financements un peu plus subordonnés, une palette de financement qui offre d'une manière générale de la maturité et du remboursement in fine. Pourquoi privé? Tout simplement parce que c'est des financements qui ne font pas appel au marché et qui visent, donc qui ciblent des entreprises de plus petite taille, des PME, des ETI. Alors d'où vient l'argent? Contrairement à ce qui se produit le plus communément, l'argent de ces financements, il ne vient pas du bilan des banques. La différence, c'est qu'il vient des investisseurs institutionnels, des assureurs, des fonds de retraite et puis de plus en plus des family office et des personnes physiques comme vous et moi, puisqu'il y en a de plus en plus maintenant dans les produits dits retail. Alors quelques chiffres, on ne va pas vous abreuver de chiffres. Le marché de la dette privée au niveau monde, c'est 1 milliard, c'est 60% US, 30% Europe. Et sachez qu'en Europe, la France, c'est le deuxième acteur sur ce marché derrière le UK. Alors, voilà dit rapidement. Ce qui est intéressant peut-être que vous sachiez, c'est que la genèse d'où vient ce marché de la dette privée qui s'est beaucoup développé, qui se développe encore beaucoup, avec des taux de croissance moyens très forts ces dernières années. Ce marché, il a vraiment émergé avec la crise financière où est apparu le besoin pour les entreprises de diversifier leurs sources de financement, de trouver des maturités plus longues, des financements complémentaires, on les appelle alternatifs, mais en fait ils sont complémentaires aux offres bancaires. Après la crise financière, il y a eu une vraie volonté politique d'orienter l'épargne des grands investisseurs, des investisseurs institutionnels vers le financement de l'économie réelle. C'est à ça qu'on sert, nous, les asset managers aujourd'hui, c'est à drainer l'épargne des grands investisseurs vers le financement de l'économie réelle. Et en fait, ça s'est produit, puisque avec
en 2013 l'assouplissement du code des assureurs, la volonté de leur permettre, sans les pénaliser, de financer des plus petites entreprises, eux qui étaient habitués à aller sur les marchés pour financer les entreprises du CAC. Eh bien, grâce aux asset managers, ils se sont familiarisés avec les entreprises. Et aujourd'hui, ces financements sont vraiment une classe d'actifs installée. Hein. C'est des outils qui sont à disposition des PME ETI. Ils sont au cœur du financement du rebond, on va en parler, puisqu'ils sont notamment les vecteurs des prêts participatifs relance, qui sont des partenariats entre les banques et les grands institutionnels, les assureurs, la Caisse des dépôts. Et au cœur du dispositif obligation relance, qui est vraiment un dispositif qui va maintenant permettre de financer le rebond, la digitalisation et avec un fort angle ESG. Et alors justement, comment fonctionnent ces financements privés? Tu as évoqué l'unitranche, les financements seniors. Plus concrètement, pour un entrepreneur, de quoi s'agit-il? Et peut-être Étienne, avec ta casquette de banquier, quand les entrepreneurs viennent, ils viennent vous voir, ils vont voir les financeurs privés. Comment ça marche? Alors, ils viennent nous voir, nous les sociétés de gestion, hein, puisque c'est notre métier. On a constitué des équipes qui sont à l'écoute des entrepreneurs. C'est des financements sur mesure. Donc ça, c'est très important. Et c'est des financements qui sont là dans la durée. C'est très important de comprendre que l'argent des investisseurs, il est là pour accompagner les entreprises dans la durée. On le voit, hein, puisque maintenant, on a un peu plus de recul, hein, un peu plus d'une dizaine d'années sur cette classe d'actifs. On a financé des entreprises, des belles histoires, on en parlera, qui sont de PME, qui sont devenues des ETI, les leaders de demain. Donc, ça fonctionne de manière très, très, très simple. On a des équipes qui sont dédiées, qui sont là sur le terrain, qui sont à l'écoute des dirigeants. La vue du banquier, c'est que ce sont des financements très complémentaires de ce que votre banque peut apporter. Et donc, nous, en tant que banquiers, on est très heureux de servir ensemble nos clients avec ces partenaires sur la dette privée. Ce n'est pas du tout des produits que l'on oppose entre des produits qui sont sur le bilan bancaire et des produits qui seraient hors bilan bancaire avec de la dette privée. Et donc, votre partenaire habituel, qui est votre chargé d'affaires entreprise, avec lequel vous parlez de l'ensemble de vos problématiques de financement, doit vraiment être un interlocuteur avec lequel il ne faut pas hésiter à évoquer cette question de la diversification de vos sources de financement. C'est très important parce que pour un banquier, savoir que son client a l'envie, la maturité, la volonté de grandir et pour ça d'avoir les investissements les plus adaptés et les outils les mieux faits pour lui, c'est un signe de maturité et c'est un signe de confiance que l'on peut avoir envers lui. On le disait, le marché américain, si on peut faire un petit focus sur ce marché qui est plus gros aujourd'hui que le marché européen, qu'est-ce qu'on aurait à apprendre de ce marché-là aujourd'hui sur les financements privés et notamment dans cette perspective d'accompagner la digitalisation, la transition énergétique et climatique? Alors, qu'est-ce qu'on aurait à apprendre aujourd'hui? La désintermédiation, comme on l'appelle, même si en fait elle est assez intermédiée, puisque les banques sont des acteurs de diffusion de ces produits, puisqu'ils orientent leurs clients sur ces acteurs-là. Mais aux États-Unis, la désintermédiation, elle est à plus de 80%. Hein. Aujourd'hui, il y a 80% du financement des entreprises aux États-Unis qui est fait par les asset managers, par les investisseurs institutionnels. Et puis après, pour élargir un peu la tendance dans le contexte que tu évoques, Jessica, je crois que de plus en plus, pas seulement aux États-Unis et en Europe, les investisseurs ont à cœur d'intégrer, et d'ailleurs nous aussi, à notre échelle, je pense, dans notre épargne, d'intégrer des critères pour financer une croissance durable qui intègre donc de la digitalisation, des critères environnementaux, on va en parler et c'est en marche, que ce soit aux États-Unis et en Europe ou en Europe. François ? Peut-être un point important, on parlait des États-Unis, c'est qu'ils ont réussi en fait à désintermédier à la fois les grandes entreprises, ça passe des grandes entreprises et ça va vers les PME. Et on avait un petit peu de retard en Europe et c'est ce qu'on a
commencé à faire il y a quelques années, justement à descendre au niveau des PME européennes et françaises. Et c'est là où on a peut-être encore un peu de retard et on continue à augmenter, où les managers sont moins au courant des produits, d'avoir accès à ces produits un peu complémentaires, différenciants. Et c'est vraiment quelque chose qui va croître dans les prochaines années. On l'a vu avec l'arrivée des crises et le besoin de diversifier les sources de financement. Est-ce que la dette privée, alors Antoine, François, peut-être Nathalie, Valérie, est-ce que ça s'adresse à tout type d'entreprise, comme un crédit bancaire, ou comment analysez-vous ces financements-là pour répondre aux exigences qui sont évoquées, notamment des pourvoyeurs de fonds, que sont les fonds de pension, les assureurs? Alors, sur le principe, les crédits qu'on propose en tant que fonds de dette s'adressent à toutes les entreprises. Comment on l'analyse ? Eh bien, en fait, la plupart d'entre nous, je crois que c'est le cas chez Tikeo, c'est le cas chez toi, François, et c'est le cas en tout cas chez nous, toutes les équipes viennent du monde bancaire. Donc, en fait, le crédit, structurer un crédit, originer un loan, les gens savent faire. Voilà. La seule différence, Nathalie l'a expliqué, c'est que nous, en quelque sorte, on n'a pas de relation commerciale avec les entreprises. Bien sûr, on a des très bonnes relations, on a des relations de partenaires, évidemment, mais on n'est pas là pour, si vous permettez l'expression, vendre d'autres produits que celui qu'on est capable de faire, qui est de prêter. Voilà. Justement, tu parles de partenaires et je pense que c'est un point important pour un entrepreneur. C'est que le fonds d'investissement, le fonds de dette privée, est réellement un partenaire pour l'entrepreneur, tout comme l'est le banquier sur la durée. Il y a cette perspective long terme qui s'installe. Comment vous travaillez avec les entrepreneurs que vous accompagnez? Quel est votre rôle? Peut-être pas au quotidien, mais en tout cas pendant la durée de vie de ce prêt, d'accompagnement des projets que vous financez. Peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Antoine, c'est important de comprendre que nous, on ne voit pas vivre l'entreprise au quotidien, on ne voit pas son compte mouvementé, on n'adresse pas ses besoins de caution, etc. Donc quand on étudie un dossier d'investissement, on a besoin d'aller, c'est vrai, en profondeur, de bien connaître, de comprendre le business model, le positionnement de l'entreprise, ses chiffres, ses perspectives de croissance, ses fournisseurs, ses clients. Donc il y a, c'est vrai, une relation, une analyse approfondie. Et puis ensuite, il y a un suivi qu'on essaye le moins contraignant possible, mais il y a un suivi avec des reportings et des rencontres régulières qui nous permettent aussi de continuer à accompagner, à faire des financements additionnels, à refinancer dans la durée, comme je l'évoquais. Pour rebondir sur ce que disait Jessica, est-ce que ça s'adresse à toutes les entreprises? Et ce que vient de dire Nathalie est important, c'est qu'il y a un investissement en temps, un investissement en bande passante du dirigeant d'entreprise et de son équipe financière. Et donc moi je pense que c'est quelque chose qui est sans exclusive. Il n'y a pas de secteur privilégié, il n'y a pas de taille privilégiée, il n'y a pas de projet privilégié. En revanche, ça demande une certaine maturité parce que c'est exigeant et c'est ambitieux. Et donc, vous allez passer plus de temps à aller au fond de votre business model, aller au fond de votre business plan et aller faire un peu de temps comme vous le feriez avec un investisseur. Et ça prend du temps, mais en même temps, ça fait grandir, ça challenge et ça fait avancer. Alors justement, merci beaucoup pour la transition, parce qu'on parle donc de réflexion stratégique sur le business, d'avancer, de croître et de se développer. On le sait aujourd'hui, les enjeux technologiques, climatiques, environnementaux sont essentiels et probablement prennent énormément de temps et d'énergie pour les entrepreneurs, que ce soit ceux qui travaillent sur des business traditionnels ou ceux qui développent des modèles économiques ayant vocation à bénéficier de ces tendances-là. Dans quelle mesure la dette privée peut contribuer à financer ce développement, cette transition digitale et cette transition environnementale des entreprises? Peut-être François, tu veux donner ton éclairage? Antoine. Comme c'est une question difficile, François me passe le micro. Non, mais ça te permet de réfléchir un peu. Non, c'est une très bonne question. En fait, c'est des sujets hyper compliqués et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tout ce qui touche d'une manière générale à l'ESG, l'impact, l'environnement, en fait tout est lié d'ailleurs, le S et G. Je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de distinguer et de dire que les trois sont séparés. En fait, ils interagissent indubitablement. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément,
Donc il faut être extrêmement humble parce que quand on regarde ces sujets, il y a plein de données, il y a plein d'approches qui sont très différentes, tout aussi valables les unes que les autres. Je ne sais pas si vous avez en tête, mais d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par le MIT en 2019 qui calculait la corrélation entre les notations de rating, les notations ESG versus les notations de crédit des entreprises. La corrélation, elle est de 50 à peu près en notation ESG, elle est de 99 en notation de crédit. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, une même entreprise peut être notée de plein de manières différentes par différents acteurs. Donc c'est vous dire à la fois la bonne volonté des intervenants et puis aussi le chantier qui nous attend pour harmoniser tout ça. Alors comment on aborde ça quand on est prêteur? Eh bien, nous on s'est posé la question en 2019 justement et on s'est dit en fait comment être le plus concret possible. Et en fait tout est une question de mesure, d'additionnalité et on s'est dit en fait c'est l'occasion de créer une trajectoire d'impact. En fait, on a créé un business plan extra-financier en parallèle d'un business plan financier. Autrement dit, on accorde autant d'importance au pilier extra-financier qu'au pilier financier. Et si vous me suivez, en fait, on va aller fixer des objectifs extra-financiers aux entreprises. Et si elles les atteignent, ça permet de moduler le taux d'intérêt des entreprises, du coût de la dette, en fait. Voilà. Alors, on approche avec beaucoup d'humilité. C'est des sujets compliqués, comme je l'ai dit. L'enjeu, c'est de la mesure, l'additionnalité, parce que si vous fixez des objectifs qui sont déjà atteints, c'est extrêmement compliqué et vous perdez en crédibilité. Mais on pense que c'est une manière d'avancer progressivement, surtout quand on est prêteur. Quand vous êtes actionnaire, vous avez un peu plus la main sur l'entreprise d'une certaine manière. Voilà. Je terminerai juste en disant beaucoup d'humilité parce qu'en fait, on avance en partenariat avec les entrepreneurs, les entreprises, qui par définition connaissent beaucoup mieux leur entreprise que nous, qui en gros veulent bien faire, ne savent pas trop comment s'y prendre, et font appel à nous pour les aider à définir ces trajectoires d'impact. Voilà. C'est bon pour moi maintenant. Non, tout à fait, pour rebondir sur ce que vient de dire Antoine. Il y a vraiment, je pense, un cadre global qui est d'intégrer, je pense que chacun de nos établissements le fait, des critères ESG dans toutes les transactions que nous faisons, et plus particulièrement sur certains secteurs, sur certains besoins, où il y a besoin d'aller un peu plus loin pour justement accompagner la transition énergétique. Ça peut être dans certains secteurs, ça peut être le maritime, ça peut être différents secteurs sur lesquels on peut se positionner. Et là, il peut y avoir vraiment des stratégies un peu plus pointues qui permettent vraiment de financer des besoins. Ça peut être des besoins réglementaires qui permettent d'accompagner une réglementation ou de les anticiper. Un point qui est important aussi, c'est de rappeler un peu l'historique de l'ESG. Parce que nous, quand on a commencé à faire ça dans la dette, il y a 10-15 ans, il n'y avait pas grand monde qui était au courant de ça. C'était assez difficile. Comme l'a dit Antoine, quand on est un acteur du private equity, quand on est majoritaire dans une société, c'est beaucoup plus facile de l'imposer. Du reste, BPI l'a très bien fait. Et en France, ça marchait très bien. On investit en Europe. C'était pas forcément en dehors de France. C'était pas forcément facile de convaincre les managers, les fonds de private equity, les autres prêteurs également de nous rejoindre dans ces critères. Mais ce qui est important, c'est que très rapidement, les gens ont vu tout l'intérêt d'avancer vers un peu plus d'ESG, que c'était un très bon moyen de communication auprès des salariés, auprès des clients, auprès des fournisseurs. Et on a vu vraiment pas des retournements de situation, mais vraiment des gens qui au début y allaient un peu en traînant des pieds et qui après ont été beaucoup plus moteurs en fait, dans l'implémentation de critères ESG jusqu'à ce que disait Antoine, aller encore plus loin dans la performance de ces critères. Et on a vu surtout, ils ont remarqué, ce que disait également Antoine, que la performance pouvait être liée, pouvait être assez corrélée à des critères ESG respectés. Et ce que je pourrais juste ajouter à ce que tu dis, c'est qu'effectivement, nous, en tant que prêteurs, on essaye de participer à ces réflexions ESG qui sont extrêmement importantes. Mais après, on n'est pas aussi impactant qu'en tant qu'actionnaire. Mais un message qu'on veut quand même faire passer aux entrepreneurs qui sont ici, c'est que c'est des réflexions qui doivent être intégrées très clairement dans les plans stratégiques de vos sociétés, toutes tailles confondues, parce que il y a vraiment des enjeux, comme je l'indiquais en introduction,
production, où ce n'est pas forcément des contraintes, mais derrière, c'est vraiment des sources d'opportunités de marché. Et je vais peut-être laisser Étienne. Oui, je pense qu'il faut être lucide. La discussion avec les banquiers intègre de plus en plus cette question de la capacité de l'entreprise à intégrer la transition digitale, ça fait quelques années, et désormais la transition climatique. C'est-à-dire qu'il y a depuis quelques années, quand vous parlez avec votre banquier, il vous dit OK, où est-ce que vous en êtes de votre transition digitale? Et elle n'est pas juste d'avoir un site marchand sur Internet. Elle est sur l'ensemble de vos process, de votre chaîne de valeur. Ensuite, désormais, c'est aussi la question de la transition climatique qui se pose. Et de plus en plus, vous allez avoir avec votre banquier cette question de où est-ce que vous en êtes, quels sont vos KPI, comment vous le suivez, quelles sont les transformations de votre business model, de votre process de production que vous avez imaginé et mis en œuvre. Et pour ça, je crois qu'il y a vraiment deux dimensions. La première, c'est la dimension de contrainte, c'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre de réglementations vont vous obliger d'abord à connaître ça, c'est les questions de taxonomie et de transparence. Et ensuite, il y a une question d'opportunité, c'est comment vous vous saisissez de ceci pour préserver votre part de marché et mieux aller en découvrir d'autres. Et je crois que c'est une discussion importante qu'il faut avoir avec votre banquier, parce qu'au départ, c'est une discussion qui paraît un peu éthérée, mais après, ça va être une discussion fondamentale, parce que de même qu'il y avait l'aspect financier dans le business plan, c'est que tout crédit vous engage et doit être remboursé, c'est qu'ensuite, tout crédit vous engage et vous engage dans une transition, parce que pour bien le rembourser dans 5 ans, dans 7 ans, il faudra que vous soyez au bon niveau de votre propre transition énergétique et climatique. Si je peux juste ajouter un point là-dessus, il ne faut pas que ça soit pris, comme et Valérie l'a dit, comme une contrainte ou comme une crainte. Je crois que, comme l'a dit Antoine, il y a de l'humilité et surtout il y a du pragmatisme. Donc ce qu'on fait, alors nous on a maintenant une personne dédiée à nos opérations de dette qui est intégrée à l'équipe d'investissement qui fait que de l'ESG. Et ce qu'on cherche à faire, c'est à identifier avec l'entreprise, sans bouleverser son business model, des axes d'amélioration. Alors évidemment, c'est bien si elle peut mesurer son empreinte carbone, mais on sait très bien que tout le monde n'en est pas là. Par contre, si elle peut réfléchir à investir dans des process innovants qui lui permettent d'économiser de l'énergie, qui lui permettent de mettre en place des supply chains avec des fournisseurs qui s'engagent, qui lui permettent de partager de la valeur pour les aspects sociaux avec les salariés, de fidéliser leurs salariés, investir dans la formation, l'emploi dans les territoires. Voilà, il y a des tas de thèmes où on peut travailler, sur lesquels on peut travailler, qui sont accessibles en fait. Ça, c'est très important. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets que vous avez pu rencontrer dans le cadre des opérations que vous avez analysées et financées? Oui, bien sûr. Nous, on a fait une trentaine de financements à impact. Et d'ailleurs, je vais citer 2 exemples, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, on sait, on a vu, c'est quand on confie ça à des théoriciens assez éloignés de la pratique, du business, et loin des sociétés. Si vous les mettez dans un comité Théodule et des experts dits RSE, etc., ça donne rien du tout de concret. Et ça ne marche pas. Voilà, je commence par vous dire ce que nous, on a estimé, le fruit de notre réflexion en tout cas. Alors, 2 exemples. On a financé par exemple une société qui s'appelle Fareva, que vous connaissez peut-être, qui est une société, c'est un sous-traitant pharmaceutique, entreprise familiale fondée en Ardèche, impressionnante de croissance. Et les dirigeants ne s'en cachaient pas à l'époque. Les sujets RSE, ce n'étaient pas des sujets, non pas qui les intéressaient, mais ce n'était pas leur priorité. Ils le faisaient parce que leurs clients estimaient que c'était important, donc c'était important pour les appels d'offres, etc. Et on a travaillé ensemble à définir des critères qui soient ambitieux, mais aussi réalistes. Et donc on a défini une trajectoire d'impact avec eux, un business plan d'impact qui est documenté dans la documentation juridique, signé, et qui définit chaque année des objectifs. Donc en l'occurrence pour Fareva, c'est un taux d'accident du travail, parce qu'ils avaient un sujet d'amélioration, et il y avait un sujet, donc ça c'est plutôt un aspect social, mais pour moi tout est lié.
Parce que si vous avez une société qui est faible sur un des sujets, c'est néfaste sur le reste. Donc enjeu social, et puis il y avait un enjeu sur le bilan carbone. Donc il calculait mal parce qu'il y a plein d'entités différentes, donc ils le calculent et ils ont un objectif précis de réduire ce bilan chaque année. L'autre société à laquelle je pense, c'est Lumibird, que vous connaissez peut-être. C'est une société, pareil, un fleuron français, installé en Bretagne, à Lannion. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, zone assez sinistrée à l'époque des télécoms. Donc il y avait un enjeu d'emploi, de préservation de l'emploi, de maintien et de création d'emplois. Donc il y a un objectif très précis, quantifié, à la fois de maintien et de création d'emplois chaque année. Et par ailleurs, on a travaillé sur les sujets d'insertion de personnes en situation de handicap. Pareil, c'est des sujets sur lesquels ils n'étaient pas forcément très bons, ils s'en cachaient pas, ils voulaient progresser, donc on a travaillé ensemble sur ces deux mesures. Alors c'est pas directement lié, vous allez me dire, au climat, à la tech, etc. Mais pour moi, encore une fois, tout est lié. Et d'ailleurs, je pense que vous êtes d'accord pour dire que la crise sociale qu'on traverse, enfin la crise sanitaire, a révélé tout ça en fait. Nous, juste un dernier mot là-dessus, au moment où on avait lancé notre fonds, quelques mois après la crise éclatée, on s'est dit mais en fait on a tout raté quoi. L'impact, c'est pas du tout le sujet. L'enjeu, c'est les liquidités des entreprises, etc. Et en fait, on avait tout faux, enfin, on avait tout bon, mais on pensait, voilà. Et en fait, tout est juste en fait. C'est maintenant qu'il faut agir, voilà. Et j'insiste, on le fait modestement. Nous aussi, on essaie de travailler chez nous ses propres objectifs, mais on pense que c'est le moment d'agir. D'autres. Alors, on a beaucoup parlé des enjeux effectivement ESG. Si on se focalise maintenant sur les sujets digitaux, la transition digitale des entreprises, François, tu as peut-être quelques idées Ou plus globalement sur la tech, effectivement. Alors oui. c'est un sujet qui est très à la mode. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent on peut financer la tech, mais en fait ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce qui est très facilement finançable, c'est notamment tout ce qui est la tech qui est lié au LBO, des sociétés très matures, rentables, avec un historique de rentabilité. Par contre, il y a plein d'autres sociétés qui sont très performantes, mais qui n'ont pas forcément un business traditionnel ou une clé de lecture assez traditionnelle parce qu'elles investissent, parce qu'elles ont besoin de croissance. Et en fait, souvent, on se retrouve, il y a des besoins de financement relativement importants entre les sociétés très jeunes qui sont souvent financées soit par de l'equity, soit par, pour ceux qui connaissent, de la venture debt, mais qui a un produit relativement cher, assez dilutif et assez court terme en termes de remboursement, donc qui ne va pas les accompagner dans la durée, et les sociétés beaucoup plus matures qui vont être financées par des banques ou par des prêteurs traditionnels. Et il y a tout un pan de sociétés qui sont intéressantes à financer, qui ne sont pas forcément risquées, mais par contre il y a besoin d'avoir une clé de lecture importante pour comprendre le business model, pour comprendre si on n'est pas dans une zone de risque et qui n'est plus un prêteur mais un investisseur equity. Et ça, c'est pour nous quelque chose, un point de développement assez important et où il n'y a pas forcément de solution. Donc on pense que c'est quelque chose, un créneau qui a vocation à être regardé attentivement, quoi. Et ce qu'on a pu constater, François, parce que nos deux maisons, à un moment, il y a un an, on étudiait un dossier un peu tech. Donc effectivement, c'est où il n'y avait pas d'EBITDA, c'était une société qui ne générait pas de cash flow. Donc c'est pas forcément des aspects sur lesquels qui sont pour nous naturels. On a plutôt quand même, comme les banquiers, on a besoin d'EBITDA, on a besoin de cash flow, mais on sentait qu'il y avait effectivement une grosse valeur dans cette société et qu'il y avait possibilité à placer un produit un peu sur mesure, in fine. Comme ça ne pesait pas sur les cash flows. Et donc on l'a regardé et finalement on n'a peut-être pas été assez rapide et c'est des acteurs américains qui ont dégainé les plus vite et qui ont financé cette société tech. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait on se rend compte que c'est un marché qui est naissant. Ça nécessite peut-être du travail d'éducation, même nous, de mieux comprendre ces business models. Mais il y a très clairement des dossiers qui étaient peut-être des startups il y a 10 ans, qui ne sont pas encore matures, donc encore des modèles qu'on connaît très bien, mais qui ont un vrai potentiel et qui ont un marché pour la dette privée.
Non, mais clairement. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés, à la fois BPI et Eurazeo, qui sont les deux plus gros investisseurs dans la tech en France, avec vraiment une certaine légitimité pour regarder ce type de société et ne pas laisser à des acteurs américains qui étaient assez loin de l'Europe et qui, peut-être, on essaie d'avoir une relation un peu plus proche avec les entrepreneurs que peuvent l'avoir les acteurs américains. Et en tant que banquier, on est très heureux que l'écosystème français intègre des acteurs comme BPI France, comme les fonds, qui ont une valeur ajoutée en termes de connaissance du milieu des startups extrêmement forte. Et notamment dans le digital et la tech, la France a, grâce à ces acteurs, un gros know-how. Et nous, en tant que banquiers, on est très rassurés lorsque ces entreprises sont en réseau avec des intervenants comme BPI France qui peuvent valider des modèles sur lesquels nous, en tant que banquiers, nous sommes moins à l'aise parce qu'on en voit moins. Et ça, c'est très important d'avoir ce travail en réseau qui fait qu'on peut avoir cette validation soit de process, soit de solution, soit de business model. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on voit certains, néanmoins, alors on a dépeint un tableau qui est effectivement très positif et qui va dans le sens de cette reconquête, de ce rebond. Est-ce qu'il y a néanmoins quelques points d'attention ou quelques points de préoccupation par rapport à la dette privée? Alors, on n'a pas parlé d'une chose, on n'a pas parlé de prix. Nathalie, c'est toi qui prends la question. J'allais répondre aux préoccupations d'abord. Pardon. Mais bon, non, mais les préoccupations, juste pour finir, Jessica, sur les sujets qu'on vient d'aborder, qui sont les sujets de l'ESG et de l'impact, parce que l'impact, c'est quand même l'étape d'après. La préoccupation, c'est qu'on ne fait pas de ce qu'on appelle impact washing, donc on n'est pas en train d'essayer de dire que c'est que de l'intention, comme le disait Antoine, il faut de l'intentionnalité, de l'additionnalité. Ça veut dire qu'il faut réellement engager l'entreprise sur une démarche de progrès. Ce n'est pas seulement pour économiser, et je fais le lien avec la question de Jessica, quelques points de base sur son crédit et être plus compétitif que son petit copain. Donc ça, c'est un premier point. Après, la dette privée, comme on le disait, oui, c'est un produit qui est généralement plus cher que les financements bancaires. Ce sont des financements, comme on l'évoquait, qui ne viennent pas avec d'autres produits bancaires qui s'inscrivent dans une relation globale où la banque regarde sa profitabilité d'ensemble. Ce sont des financements in fine, ce sont des financements qui nécessitent, et vous l'évoquiez, une approche approfondie, une relation dans la durée, et qui nécessitent et qui mobilisent des fonds chez les investisseurs qui ont des attentes de rendement. Donc oui, on est sur souvent des écarts de prix de 2 à 300 points de base au moins sur les financements les plus seniors par rapport à de la dette bancaire. Mais c'est du remboursement in fine, avec des maturités autour de 7 ans en général, et qui peuvent être plus ou moins subordonnés, où là, effectivement, on peut être sur des rendements qui se rapprochent plus des 2 chiffres si c'est très subordonné. Mais j'aimerais justement, alors effectivement, on comprend qu'il y a peut-être un petit supplément de prix, mais il y a aussi un supplément d'accompagnement. Donc on a évoqué ce partenariat. Moi, j'aimerais, puisque vous faites tous les 3 parties de plateformes dont les activités vont au-delà des sujets de financement privé, comment chacun d'entre vous est organisé en quelque sorte pour accompagner les entrepreneurs sur leur stratégie, leur développement, que ce soit effectivement des sujets ESG ou technologiques. Ouais, alors nous, on va de l'equity jusqu'à la dette, en passant par les actifs réels. C'est des business qui sont très séparés, donc on va pas le mélanger pour des raisons de conflit d'intérêts. Par contre, on utilise souvent des ressources communes. Ça peut être justement, on parlait de l'ESG, on a une équipe ESG commune avec des relais bien évidemment dans chaque activité. On a des toolbox qui permettent d'aider justement les entreprises à améliorer leur process, ou ça peut être aussi du développement à l'international. Donc on essaie d'avoir des aides en fait globalement pour les entrepreneurs qui soient financés en dette, en equity, que ce soit à peu près le même
type de service, même si on n'intervient pas au même niveau du capital. Et donc ça, c'est très important de dire qu'ils ont un accès à tout ce qu'on peut apporter, que ce soit de l'equity, même en étant simplement un prêteur, notamment en termes de conseils, en termes de savoir-faire, en termes d'advisor aussi qu'on peut avoir autour de nous. Antoine, peut-être côté effet. Oui, on est organisé à peu près de la même manière. La seule peut-être différence, c'est que pour l'instant, on a fait le choix, tout ce qui concerne les sujets ESG, de les intégrer dans les équipes. C'est-à-dire qu'on considère que, et on changera peut-être, mais on considère que ces sujets-là, c'est comme l'analyse crédit, on ne veut pas le déléguer. Donc on se dit, c'est au gérant de prendre ça dans son analyse et de l'intégrer au moment d'investissement. Voilà. Ça permet aussi de rendre des comptes aux investisseurs. Je vous dis ça et peut-être que dans un an, si on se revoit, on aura recruté quelqu'un qui s'occupe d'harmoniser tout ça au sein de notre société de gestion. Non, mais moi, je rejoins ce qui vient d'être dit. Après, il y a aussi du réseau, évidemment, de la mise en relation. On a créé, nous, une plateforme où les dirigeants qui le souhaitent peuvent échanger des adresses, des conseils. Donc, c'est avant tout du réseau. Il y a de l'accompagnement ESG. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Lorsqu'on met en place un financement à impact, il y a un accompagnement en amont pour identifier les bons KPIs, les bons objectifs. Et puis après, il y a un suivi et il peut y avoir un conseil à l'entreprise pour justement identifier les différents éléments de la démarche. Et puis surtout, pour terminer sur ces sujets-là, on apporte un éclairage sectoriel en leur donnant des éléments de ce qui se fait dans le secteur avec des benchmarks sur des boîtes plus grosses, plus structurées, qui peuvent leur donner des bons indicateurs ou des idées. Je reviens peut-être sur le prix pour dire c'est peut-être plus cher, mais ce n'est pas le même produit. Si vous voulez du crédit pas cher, c'est simple, il faut faire du bilatéral, pleine vanilla avec votre banque. A priori, vu les liquidités qu'il y a actuellement sur le marché, c'est sans doute ce qu'il y a de moins cher. En revanche, ce n'est pas ça qui va vous permettre de faire des acquisitions. Là, il va falloir passer dans des crédits structurés. Ce n'est pas ça qui va vous permettre de vous développer très rapidement ou de changer de dimension ou de faire des projets qui ont un rendement moins immédiat, d'où l'intérêt d'instruments complémentaires. Donc je pense que le prix n'arrive qu'en deuxième partie de votre choix. C'est-à-dire que si le prix est votre seule grille de lecture, c'est clair, il ne faut pas aller vers de la dette privée. Mais c'est sans doute que vous n'en avez pas besoin ou qu'il faut changer de grille de lecture. Peut-être aussi, sur ce sujet-là, c'est peut-être pas un prix en termes de prix à comparer aux financements bilatéraux bancaires, mais c'est peut-être à comparer à l'equity. Parce que souvent, ça permet une alternative aux fonds propres. En étant, comme le disait Valérie au début du panel, c'est peut-être des financements, une alternative aux fonds propres, en étant peu ou pas dilutifs, qui permettent d'être, encore une fois, d'apporter de la maturité, d'être disponible rapidement, parce que des financements structurés, souvent, ça se fait en pool, avec plusieurs intervenants, plusieurs prêteurs, il faut que tout ce monde-là se mette d'accord. Avec un acteur de la dette privée, vous pouvez avoir un seul interlocuteur. Voilà. Merci beaucoup. Juste un point pour compléter, parce que ça n'a pas été dit là depuis le début de cet atelier, c'est que la dette privée, ça s'adresse à toute taille de société. Et pour donner je ne sais pas, vous allez me dire des montants, je ne sais pas, vous allez me dire après, confirmer de votre côté, mais je pense que ça commence à 5 millions d'euros à peu près. Peut-être en dessous, c'est peut-être un peu plus compliqué, et ça va après sur des montants qui peuvent faire plusieurs centaines de millions d'euros. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a des acteurs sur toute taille de société, donc de la PME à la ETI, je pense même sur des grandes entreprises. Surtout, il y a des acteurs en région aussi. Qui sont là sur le terrain avec des équipes souvent spécialisées sur des régions et qui offrent des produits sur mesure et qui peuvent être adossés à des groupes bancaires ou pas.
Oui, là j'ai parlé de mon expérience personnelle. Alors c'est sympa parce que Fariva, c'était mon client dans une vie antérieure à Lyon et c'est une superbe entreprise. Et donc clairement, vous avez des acteurs adossés à des groupes bancaires en région. Vous avez des acteurs indépendants des groupes bancaires en région. Donc je crois que la force du modèle bancaire français et plus largement du modèle financier français, c'est d'être très granulaire. C'est-à-dire que tout ne se décide pas à Paris, que tout ne remonte pas à Paris et que vous avez des spécialistes de très bon niveau qui sont sur les territoires, qui ont une capacité de décision et une capacité par ailleurs de faire appel à de l'expertise lorsqu'elle n'est pas locale. Et donc ça, je crois qu'il ne faut pas du tout se dire c'est un produit élitiste et moi qui ne suis pas à l'intérieur du périph', je ne peux pas y avoir droit. Et les exemples d'Antoine montraient bien que c'est très granulaire. Merci, merci beaucoup, merci à tous. Je pense qu'on peut effectivement passer peut-être aux questions. Vous pouvez poser, je crois, en ligne, j'imagine, ou en live. Pardon. Ah oui, pardon. Ah, j'aurais dû. Pardon. Bonjour, merci pour vos témoignages très inspirants et passionnants. Vous parlez beaucoup de critères ESG, de KPI, de proximité avec vos clients pour aussi les accompagner et les sensibiliser. Où est-ce que vous en êtes dans le décryptage de la taxonomie? En quoi cet outil va être un game changer fort pour vous? Il y a beaucoup de pages à lire, c'est assez technique. Voilà ma question. Je vais répondre. Le décryptage de la taxonomie. Alors nous, on a choisi d'avoir un expert ESG au niveau groupe, et puis donc des experts dédiés au métier. On reste humble, donc ça sort pas du chapeau. Donc on s'est appuyé sur la taxonomie européenne. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on disait qu'on était dans une démarche de transition, parce que la taxonomie européenne, c'est justement une démarche de transition où on est prêt à accompagner des entreprises qui ne sont pas au niveau, donc sur ces sujets-là. Hein. Donc c'est intégré à nos analyses. Après, on a intégré aussi des travaux de place, notamment de l'impact management. On a regardé aussi ce qui se fait sur les marchés plus gros, sur les marchés du loan, sur les marchés obligataires. Voilà, il y a encore beaucoup de travail, et je crois qu'Antoine le disait, d'harmonisation. Les KPI, ils sont loin d'être harmonisés, mais pour commencer la démarche de progrès, il faut bien commencer quelque part. Pour compléter, je pense qu'il ne faut pas se faire peur inutilement. C'est-à-dire la taxonomie en tant que banque, on est très pour, parce que ça permet d'avoir une grammaire commune entre tous les États européens et d'avoir une vision de ce qu'est l'économie verte. Tel que c'est défini aujourd'hui, vous avez 3 gros paquets, ce qui est vert aujourd'hui, et alors pour les spécialistes, qui rentrent dans le Green Asset Ratio, le fameux article 8 de l'acte délégué. Et donc ça, c'est très petit. Aujourd'hui, la manière dont c'est fait, c'est 8 à 10% des prêts d'une banque. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, en tant que banque, ce qui m'intéresse, c'est le deuxième paquet, tout ce qui est activité qui va servir à la transition. Et puis après, j'ai un troisième paquet qui est l'économie brown, celle qui ne sera pas partie de la solution. Et donc, mon rôle en tant que banque, c'est bien sûr de continuer à financer très fortement la partie déjà verte. Deuxième rôle, et qui est le plus important, c'est sur les 2 autres paquets, de dialoguer avec l'entreprise pour savoir où est-ce qu'elle en est de son assessment, lui parler taxonomie s'il y a besoin, mais ce n'est pas ça pour moi l'important. C'est dans votre transition, est-ce que vous avez commencé à voir où est-ce que vous en étiez et comment moi, banque, je peux vous apporter non seulement du financement, mais du conseil. Et il n'y a pas d'exclusion. En tant que banque, le seul secteur où on a fait une politique d'exclusion, c'est le secteur du charbon. Voilà. Et donc, il ne faut pas se dire « Ah, mais je ne vais pas être dans le bon écolabel, dans le bon Green Asset Ratio, donc je ne vais plus avoir de crédit. » Ce n'est pas vrai. En tant que banque, une fois encore, on a une responsabilité très importante, c'est que la transition soit inclusive.
Et c'est ça notre métier, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, l'économie est carbonée, les banques financent une économie carbonée. Donc nos bilans sont carbonés. Comment faire pour aider à ce que l'économie soit moins carbonée? Et on va prêter pour ça. D'ailleurs, juste un commentaire qui est une petite parenthèse sur ce que vous venez de dire. Vous avez compris, nous on ne s'adresse pas qu'aux bons élèves. En fait, ça ne nous intéresse même pas en fait. Parce qu'en réalité, ce qui nous plaît, c'est d'aller voir des entreprises qui ont un fort potentiel de progression et qui ont envie de le faire. Voilà. Et ça, c'est passionnant et on se sent un peu plus utile. Disons qu'on a l'impression de faire notre métier de manière un peu plus utile. Voilà. Mais vous avez compris, c'est différent de s'adresser qu'aux bons élèves et d'exclure tout le monde, comme disait effectivement Étienne à l'instant. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des principales contraintes en matière de reporting, de covenant et une comparaison par rapport à de la dette senior classique? Alors je vais bien vous dire deux mots. Quand on a commencé en 2019, et c'est la vérité, les premières opérations, on a dit au management, c'était les yeux dans les yeux, on vous demande rien du tout, vous nous signez un papier et c'est tout. Ça marchait vraiment la confiance parce qu'on leur a dit, on ne veut pas vous rajouter de contraintes supplémentaires. Donc les KPI, vous les calculez. Si on a un doute, on les auditera. Mais on a commencé comme ça. Voilà. Alors, si on va plus loin, je pense, on va tâcher d'harmoniser tout ça, rendre les choses un petit peu plus lisibles. Et c'est pas qu'on n'a pas confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et si on veut davantage de légitimité, de crédibilité, il faut à la fois être capable de mesurer convenablement et auditer les choses de manière authentique et sincère. Voilà. Donc à terme, je pense qu'on en viendra à des choses un peu plus auditées. Et voilà, c'est pas le cas encore totalement aujourd'hui, mais on progresse. Je pense que tu parles des covenants ESG là. Hein. Par contre, si c'est plus large sur les covenants sur la dette privée, hein, oui, on a en fait des covenants sur toutes nos opérations. Je pense que c'est le cas de tout le monde, qui vont être adaptés. Alors, le gros avantage, c'est qu'on peut l'adapter en fonction de chaque secteur, de chaque société. On va avoir plus ou moins de marge de manœuvre en fonction de son rythme de croissance, mais on essaie de les développer en fonction de chaque secteur. Est-ce que c'est plus un ratio de levier? Est-ce que c'est plus un ratio de cash flow? Est-ce que c'est plus des capex sur certaines limitations? On essaie de le positionner en fonction de chaque secteur, pour pouvoir suivre au mieux notre risque, sachant qu'on l'a déjà dit, on essaie d'avoir aussi une grande proximité avec les entreprises, donc d'avoir des relations régulière avec le management. Donc c'est pas un suivi comme on a l'habitude de se dire la dette privée c'est très loin, on découvre un problème avec un bridge covenant. C'est en général quand il y a une difficulté bien avant et on essaie de les anticiper bien avant. Mais on a effectivement des covenants qui sont assez traditionnels dans chaque opération. Et après, souvent, lorsque ces financements viennent compléter des financements bancaires, comme pour le marché du placement privé obligataire, en général, on cherche à simplifier les choses, à avoir des covenants qui sont les mêmes que ceux des banques, pour éviter d'avoir des contrats et des outils, des indicateurs multiples. Et compliqués à gérer pour la société. Voilà, donc c'est vraiment du cas par cas, du sur-mesure. Est-ce que parfois vous vous retrouvez en pari passu avec les banques en termes de seniorité? Ah oui, très souvent, notamment quand on fait des financements qu'on appelle corporate, donc du placement privé qui vient compléter les financements bancaires. On a très souvent des documentations d'abord qui sont alignées avec celles des banques, hein, et on veille à être pari passu et à ce que tout le monde soit aligné et au même niveau. Voilà, j'allais dire la même chose, c'est que pari passu sont les deux mots fétiches quand on est banquier. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se faire doubler par le fonds qui serait mieux protégé, et le fonds n'a pas envie que le banquier se serve d'abord, et s'il reste des sous, ce sera pour lui. Les covenants, il n'y a rien de rocket science, c'est les mêmes que ceux que vous aurez si vous avez des financements structurés. Peut-être pour compléter sur le reporting, très simplement, le nerf de la guerre, c'est la communication, c'est l'information, c'est le pas. Et donc en fait, on demande à avoir du reporting. Après, on adapte la fréquence en fonction de la maturité et de la taille de la société. Mais c'est important qu'effectivement qu'on ait accès à de l'information de manière récurrente, donc soit mensuelle, soit trimestrielle, soit semestrielle, dans une logique vraiment de suivi et derrière d'accompagnement de la société. Puis surtout aussi pour compléter, ce n'est pas
C'est absolument pas fait dans un but punitif. Ça, c'est important de le garder à l'esprit. Nous, c'est un moyen de s'asseoir autour de la table, comme le disait François, en amont et d'anticiper les problèmes. Moi, ça fait presque 30 ans que je fais ce métier. J'ai jamais rendu un crédit exigible parce qu'un covenant n'était pas respecté. Par contre, ça nous a toujours permis de discuter en amont de ce qui se passe, de trouver ensemble des solutions avec les émetteurs, d'avoir accès à l'information. En même temps, je me permets un conseil. Faut quand même négocier ces covenants parce que on vous les donne, mais on touche des waiver fees. Alors, nous avons une question d'une personne en ligne qui nous demande quid du financement de projets exclusivement dédiés à la transition climatique par la dette privée, notamment les projets d'infrastructure. Alors, il y a des fonds qui sont dédiés à ça, des fonds infra. Nous, on a un fonds chez nous. Voilà, je ne crois pas qu'on en ait aujourd'hui autour de la table, mais c'est des experts. Non, je veux dire d'experts. Voilà, c'est des équipes dédiées à des financements infra. Mais oui, et c'est une activité qui fait partie de la dette privée d'ailleurs, et qui se développe énormément. C'est sur une thématique d'infrastructure maritime, par exemple, dans le but justement de rendre plus propres tous les bateaux et d'avoir justement un impact sur... Par exemple, pour vous donner une idée, nous, c'est sur tout type d'actifs qui sont susceptibles de générer des économies d'énergie. Donc ça peut être une chaîne de grande distribution qui finance des portes de frigo, par exemple. Voilà, c'est extrêmement large. Ça soulève un point, c'est qu'effectivement on aurait dû inviter à cette table ronde, on aurait peut-être été un peu trop nombreux, à des représentants effectivement de la dette privée pour le compte des financements de projets et également pour les financements de type immobilier. Et comme tu disais François, je crois que vous développez une activité en dette privée plutôt adossée à des actifs également. Voilà. Donc effectivement en fait la dette privée, elle couvre tout type de financement comme les banques en fait. Vous avez le pendant dette privée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Dans ce cas-là, on va te laisser... Bonjour, j'ai un peu de mal à me situer parce qu'on est justement dans une French Tech, on passe French Fab, on finit une levée de fonds d'1,5 million. Donc là, on est dans l'infrastructure de charge pour les véhicules électriques. Donc on est Solar Impulse, enfin bref, on est suivi partout au niveau européen et mondial. Donc on démarre, on est à 0, on est à 10 millions l'an prochain. Donc en fait, le problème, c'est que comment on rentre dans ces systèmes-là. Donc moi, je m'occupe de toute la stratégie financière derrière. Je suis ici parce que je m'y intéresse. Je suis à l'écoute parce qu'effectivement, je sais qu'il se passe des choses et qu'on doit les anticiper justement au moment où on démarre. Là, en fait, ça va aller tellement vite que j'aurai pas forcément le temps. Et j'entends des chiffres, 5 millions de financement, donc ça ne nous intéresse pas tout de suite. Pourtant, on va faire une série A aussi l'an prochain sans doute. Mais donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore un espace où nous n'avons jamais trouvé en fait de réponse immédiate. On n'a fait que du fonds privé, on a fait que des solutions de crowdfunding, etc. Et les banques n'étaient pas là ou pas assez. Les fonds sont trop structurés, trop larges. C'est normal, ça démarre. Ça me semble super intéressant. J'ai l'impression parfois que sur des sujets où il y a du très haut potentiel, et j'ai retenu aussi ce que vous évoquiez tout à l'heure sur l'EBITDA. Notre EBITDA, en fait, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais en fait, techniquement, il apparaît tout de suite. Puisqu'on a les commandes, on a refusé les commandes, en fait. Voilà. Donc, on est obligé de se structurer pour monter un cap. Et là, j'ai l'impression que j'aurai un intérêt pour mes actionnaires, je suis cofondateur, à limiter ma dilution, à rentrer dans une démarche, puisque je suis pile sur la décarbonation globale, je suis sur des sujets européens. Et j'ai l'impression que je ne rentre pas dans le système. Voilà. Comme tout, en fait, c'est à besoin d'avancer. Donc, je pense qu'on est encore au début. Donc, il y a effectivement plein de sujets comme celui-là qui, à mon avis,
j'espère, pourront être traités. Ce qui est important de voir, c'est qu'au début, c'est quand même très difficile en tant que prêteur de financer des sociétés très early stage. C'est pas le même niveau de risque, c'est pour ça que c'est financé plutôt par un fonds propre. Après, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la compréhension du business model et de voir s'il y a vraiment une sécurité ou une visibilité qui permet en fait d'introduire de la dette. C'est quelque chose qui aura vocation à se développer, notamment en travaillant, je ne sais pas si c'est une question d'actifs. Nous, on essaie aussi de le travailler sur les actifs, parce qu'il y a des vraies valeurs d'actifs qui permettent plus facilement de faire rentrer de la dette et, comme vous le dites, d'être beaucoup moins dilutif pour les actionnaires. Et pour compléter ce que tu dis, François, et pour répondre à votre question, c'est que là, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des représentants de grandes maisons de dette privée françaises. Donc là, peut-être la première chose, le premier conseil, c'est peut-être d'aller... d'avoir des rendez-vous pour présenter un peu votre business model. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne pourra peut-être pas intervenir parce qu'effectivement, c'est trop early stage, mais peut-être qu'en vous accompagnant dans la durée, peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, ça sera le bon moment et on pourra là intervenir en dette privée. Donc ça veut dire en fait anticiper. Et donc comme ça, ça nous permet aussi de nous éduquer et de mieux comprendre votre business model et peut-être après, effectivement, de vous accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Isabelle Agostini, je travaille dans un cabinet d'architecture. En gros, il n'y a pas de dette privée s'il n'y a pas de bon modèle économique. Alors, non, je pense que c'est un peu réducteur. En revanche, là où vous avez raison, c'est que, et ça rejoint peut-être votre question aussi, c'est qu'objectivement, chaque société est différente. Et si on regarde le panel des sociétés en France, il y en a quand même pas mal. Toutes, elles sont différentes, elles n'ont pas forcément les mêmes besoins. Et nous, on n'a pas la prétention de répondre à tous ces besoins. Voilà. Après, on essaye, et l'argent qu'on a, c'est l'argent de nos investisseurs. Hein, c'est vous, en fait, c'est l'épargne retraite, l'assurance vie, souvent. Eh ben, on est tributaire aussi des mandats qu'on nous confie. Je dis pas que je cherche pas à trouver des excuses, hein, mais je veux juste expliquer pourquoi on prétend pas répondre à tous ces besoins-là. Vous avez compris, nous, les fonds sur lesquels on travaille, les entreprises, pardon, en tout cas chez FL, c'est les TPE, PME et ETI. On a différents mandats, voilà. C'est des petites poches. On a presque 2 milliards en tout, mais on peut pas tout financer. Voilà, on a des critères qui nous sont imposés par les entreprises, par les investisseurs, pardon, parce que eux, ils ont une logique de prise de risque mesurée. Voilà, ils sont prêts à prendre un certain risque et en retour, ils ont un rendement en face. Voilà, ça me paraît un peu simpliste et vu de votre position, ça paraît très réducteur. Mais je veux juste bien expliquer ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Ça, c'est très important. Nous, on fait on est très transparent. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir et on leur dit ça, on n'est pas capable de faire. Et on pense d'ailleurs que c'est pas forcément ce qu'il vous faut. Parce que souvent on dit la dette c'est pas la bonne réponse. Rajouter de la dette à une entreprise qui est très endettée, c'est souvent pas lui rendre service. Enfin, je ne parle pas de votre cas, mais je parle d'une situation en général. Oui, ça dépend ce qu'on compte faire avec cet argent. À ce titre, en architecture, on fait des appels d'offres. Finalement, sur ce plateau, vous êtes des concurrents. Entre nous vous, oui. Oui, bien sûr, on s'entend bien. Et donc, quelle que soit l'entreprise, comment vous choisir On vient vous voir les uns après les autres. Nous, on est meilleurs. D'accord, c'est ça. Non, mais écoute. Vous parlez à vous mettez votre banquier au milieu et vous demandez à votre banquier de vous aider dans l'appel d'offres. Ce qu'il en pense, d'accord. Il prendra une petite commission. Je pense qu'on a tous compris. Donc. Non, mais vous avez raison. En fait, pardon Étienne, je pense que la meilleure façon de vous répondre, c'est de vous dire qu'on fait quand même sensiblement la même chose avec des variantes en fonction des mandats qu'on a. Chacun est différent. C'est le cas pour les banques, c'est le cas pour les prêteurs privés. Donc il y a des gens qui peuvent mieux comprendre certains business models, certaines sociétés que d'autres aussi. Donc c'est aussi, ça peut être une relation, quelqu'un qui comprend bien, une confiance aussi. La confiance est importante, donc ça peut jouer aussi dans le choix. Je crois que c'est comme avec votre banquier. On pourrait dire toutes les banques vous apportent un prêt et finalement à la fin c'est que de l'argent, donc c'est très substituable. Et en fait non, vous avez une bonne ou une moins bonne relation avec votre chargé d'affaires. Vous avez des produits qui vous permettent plus ou moins de vous dire oui, ça correspond exactement à mes besoins ou un peu moins parce que cette banque-là peut être plus implantée internationalement, plus portée sur tel ou tel secteur.
Et donc je crois qu'il y a des différenciations qui se font. Je reviens sur votre question du modèle économique. Je crois que le modèle économique, ce n'est pas une question d'aide privée, pas d'aide privée. Le modèle économique, même pour un banquier, est quelque chose de très important. Ensuite, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle économique. Il y a un modèle que vous avez. Est-ce que ce modèle économique peut se financer de telle manière? Est-ce que ce modèle économique peut se financer d'une autre manière? Parce que à tel stade de votre maturité ou de votre secteur, c'est de ça dont vous avez besoin. Et c'est là où il faut avoir un interlocuteur qui comprend à la fois votre secteur et au sein de votre secteur, votre entreprise qui est très spécifique. Mais pour moi, une fois encore, en tant que banquier, mon seul critère, c'est que si je fais un prêt, à la fin, il faut qu'il soit remboursé. Mais ce n'est pas une question de scoring, de quelque chose d'automatique et ça tombe à droite ou à gauche. On arrive à la fin du temps qui nous était imparti. Donc, je voudrais d'abord remercier tous les intervenants, donc François, Antoine, Nathalie, Étienne et puis Jessica pour avoir brillamment animé cet atelier qui a été construit depuis de nombreux mois maintenant. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, je dirais que vous avez, vous, entrepreneurs, une boîte à outils qui est extrêmement vaste. On l'a dit à plusieurs reprises là pendant cette heure, ça va des crédits bancaires aux fonds propres, mais également à la dette privée. Et comme on a pu vous le dire, cette dette privée, elle présente de nombreux avantages, de la flexibilité, de la souplesse, de la maturité, et c'est un instrument non dilutif. Après, voilà, cet instrument est adapté à un certain stade de développement de la société. Donc, autre chose aussi, c'est que c'est un outil qui est parfaitement complémentaire des crédits bancaires, mais également des fonds propres. Et que donc, tous ensemble, les banquiers, les fonds de dette, les fonds de private equity, et puis donc vous, entrepreneurs, on est tous ensemble pour la relance. Donc voilà, tous ensemble pour la relance et merci de votre écoute.